tout le monde. On accueille chaleureusement M. Robin Philpott qui va se joindre. Je pense qu'il n'y aura pas de caméra, mais on va avoir droit à sa voix. Donc, dans tous les cas, ça va bien se passer. Bonjour, M. Philpott. Bonjour, vous pouvez dire Philpot, hein? Ah, on dit Ah, Parce que Philpot. Ben, ça se c'est dit Marc-Antoine qui Philpot. avait raison. Pardonnez-moi. Ouais. ça t'apprendra à m'ostiner, Nando. Ah ouais, chaque fois je perds, il faut que j'arrête. On va ramener. Vous m'entendez quand même. Oui, Oui, on on vous vous entend. entend, monsieur On vous entend Philpott. très bien. Oui. Merci, merci énormément pour votre présence, de prendre le temps de venir nous parler. Donc, notre chaîne, on est beaucoup des jeunes. Mhm. Moi, j'ai entendu parler de vos livres et on s'est dit, vous avez une expertise quand même précieuse au Québec. Vous savez et vous avez démontré que le régime fédéral canadien a triché lors du référendum de 95. Vous avez fait un livre sur le sujet. Êtes-vous capable de nous expliquer, je rentre droit dans le sujet, pardonnez-moi, on n'a pas beaucoup de temps, puis vous avez tellement de bonnes choses à nous dire. Êtes-vous capable de nous présenter un peu comment ça s'est passé? Ben, il faut situer le référendum de 95 dans l'histoire du Québec et du Canada. Et en fait, ce que moi j'appelle le vol du référendum de 95 est une série une longue série d'événements où on a démontré que le Canada et les Britanniques avant ont toujours considéré le Québec comme une colonie dont ils sont les maîtres. Et même le chef du Parti québécois avait dit, quand il a refusé de prêter serment à la reine, avait dit, le Canada, comme on le connaît, est né d'un fait d'armes, donc de la conquête. Et cet esprit de conquête et colonial de la part du gouvernement canadien a persisté depuis. Et on peut dire que la répression des patriotes en 37 et 38 était dans ce même esprit. Et on l'appelait à l'époque la deuxième conquête. Moi, je considère l'attaque contre Louis Riel et sa pendaison comme une troisième conquête. Ah ouais, OK. Qui a mené également à tout ce qu'on connaît de l'histoire lamentable du Canada à l'égard des Premières Nations. Donc, après ça, il y a eu dans le 20e siècle, il y a eu les mesures de guerre pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et surtout, les mesures de guerre de 70, et qui ont eu un impact très important sur sur le mouvement souverainiste. En gros, puis Trudeau le dit lui-même, et Trudeau père dit lui-même que les mesures de guerre en 70 ont influencé le mouvement souverainiste pour qu'on troque l'objectif de l'indépendance pour le moyen, le référendum. Donc, on a 80, on a le coup de force de 82 et il arrive le référendum de 95. Donc, il y a un esprit de, je pourrais dire quasiment impérialiste ou colonialiste de la part du Canada qui ont dit le Québec nous appartient. Vous vous rappelez le slogan My Canada includes Quebec, qui est en fait un slogan dominateur et non pas de respect l'un de l'autre. Je vais revenir sur la question du love-in du 27 octobre 1995, mais l'esprit qui a dominé au gouvernement canadien et toute la classe politique canadienne, puis une bonne partie de la population, c'est que jamais on ne peut pas traiter le Québec comme une nation égale qui a les droits de toutes les nations au monde, en passant, que le Canada a signé les conventions de l'ONU qui reconnaît le droit des nations à l'autodétermination. Le Canada ne va pas reconnaître ça du tout. Donc, ça, c'est l'esprit. Et quand je fais ce livre-là, je l'ai fait en 2005, et on m'avait proposé un livre qui s'intitulerait Le référendum volé. Moi, j'avais des doutes à ce moment-là. J'ai dit, attends. Alors, j'ai passé 1 an et demi à faire des recherches, à faire des entrevues surtout,
avec des dirigeants du camp du non. Et comme j'ai grandi en Ontario, je suis anglophone, ils ne se doutaient pas. Puis, mais je n'ai rien caché. On avait Google à l'époque, on aurait pu aller voir que j'étais impliqué dans le mouvement souverainiste depuis longtemps. Et les gens ils voulaient se vanter de comment ils ont joué le rôle. Et c'était avant que les histoires sordides de la commission Gomery étaient sorties. Alors, ils étaient candides, ouverts, comment ils ont fait ça, comment ils n'allaient jamais accepter le résultat. C'était eux, ils disaient ça, qu'ils ne croyaient pas que les Québécois puissent décider eux-mêmes. Ça, c'est Brian Tobin, qui était capitaine Canada. Il dit, moi, j'ai toujours des problèmes avec ça, à reconnaître que les Québécois puissent décider parce que ça nous appartient. C'est partie du Canada. Alors, autrement dit, on peut amener notre majorité anglo-canadienne et ensuite on vote. Et ça, il y a des échos du fameux plébiscite de 42 sur la conscription. Alors, où, je veux dire, on peut l'emporter avec la majorité. Et ce n'est pas une reconnaissance du droit du Québec. Bon, là, on peut devenir... Et puis, il y avait plusieurs autres, et j'y reviendrai si on a le temps. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le Canada avait déjà, le mois de février 1995, avait envoyé une lettre à toutes les grandes entreprises et grandes banques, les incitant. Et ça, là, le gouvernement fédéral dit à ces entreprises-là, allez, il faut que vous travaillez pour l'unité canadienne. Donc, les grandes banques, Corporate Canada, comme ils appellent ça, c'est-à-dire, vous devrez enjoindre vos employés et utiliser votre prestige pour travailler en faveur de l'unité canadienne. Donc, ça, c'est février 1995. Wow. Ils mettent de l'argent de côté, énormément d'argent pour utiliser. Dans la pratique, ils ont joué le jeu officiellement. Autrement dit, le Québec a sa loi sur les consultations populaires. Le Québec créer deux camps. Et la loi sur les consultations populaires était un des legs de René Lévesque parce qu'ils avaient adopté ça dans les années 70. Et ça a inspiré d'autres endroits où il y a eu des référendums aussi sur la manière démocratique de faire ça. On crée il y a deux camps, un oui et un non, avec des montants égaux. En fait, dans le cas qui nous concerne, c'était 5 millions de dollars. Alors, le Canada allait jouer le jeu en croyant, dur comme fer, que le non allait l'emporter parce que, bon, 6 mois avant, les sondages donnaient 40% pour le oui et 60%. Mais grâce à M. Parizeau, et là, je vais dire tout de suite, c'est M. Parizeau qui nous a amenés là. Ce n'est pas Lucien Bouchard, M. Déficit Zéro et champion des médecins spécialistes. C'est pas lui, c'est Jacques Parizeau qui nous a amenés là parce qu'il a gardé le cap puis avait confiance envers le peuple québécois, vraiment. Donc, c'était pas facile à l'époque. Moi, j'ai lu la biographie de Parizeau. Tout le monde lui demandait, dans son entourage proche, tout le monde lui demandait d'arrêter. C'est quand même, ça prenait une détermination hors norme là, pour continuer dans les bottes de Parizeau. Là. Non, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, quand on reviendra à ça, sa déclaration malhabile, c'est pas pire que ça, je dirais que ça s'explique un peu par ce que vous décrivez comme son entourage qui craignait la souveraineté comme la peste, quasiment. Là. Mais dans son entourage, y compris celui à qui Radio-Canada donne la palme pour avoir amené le référendum de 1995. Radio-Canada est convaincu que c'est Bouchard qui l'a amené, c'est M. Parizeau. Donc, ils créent et ils ont des fonds, ils mettent sur pied Option Canada, qui était en début septembre, mais c'était déjà prévu parce que le Conseil de l'unité canadienne était sur pied avec de l'argent. Donc, en début septembre 1995, il crée officiellement Option Canada. Mais il faut remarquer, ça c'est une
un fonds occulte. Hein? Hmm. Personne ne le savait, sauf le camp du non. Le directeur général des élections ne savait rien de cela avant 97, 2 ans après. Donc, il crée ce fonds et il le donne 5 millions de dollars. Donc, rappelez, les deux camps sont 5 millions chacun. Ben là, on donne 5 millions. Ça, c'est juste une partie de l'argent quand on parle de la victoire du non. Et là, il crée ce fonds. Et là, avec Normand Lester, on a fait un livre qui s'appelle Le Circuit d'Option Canada, qui était comme quelques mois après mon livre, Le référendum volé. Okay. Quelqu'un avait donné à Normand, avait donné tous les documents, tous les talons de chèque, toutes les correspondances, parce qu'il voulait peut-être que l'histoire sorte. Et Normand m'avait demandé si on a décidé de faire un livre là-dessus, plutôt qu'un petit livre, puis on a sorti début 2006, donc quelques mois après. Et ce livre-là a donné lieu à la commission Grenier sur Option Canada. On en a parlé amplement dans les dernières années. Mais là, vous dites quelque chose d'important. Ce livre-là a provoqué la commission Grenier? Exactement, la commission Grenier, qui était d'une frilosité. Non, mais vraiment, là. Mais ça démontrait de nouveau notre état colonial, parce que si le commissaire Grenier devait enquêter là-dessus, il fallait qu'il enquête sur le fédéral. Mais une commission québécoise reçoit un fin de non-recevoir quand il veut enquêter sur le Canada. Autrement dit, le Québec adopte ses lois. Et puis ça, moi, je cite le directeur général des élections à l'époque, Pierre F. Côté, je cite à peu près. Il dit, on adopte des lois selon nos compétences, dûment adoptées démocratiquement, mais on ne peut pas les appliquer sur notre territoire parce que le gouvernement canadien refuse d'obtempérer aux lois québécoises. Donc, le gouvernement fédéral et Corporate Canada sont prêts à violer les lois qui sont, jusqu'à nouvel ordre, des lois canadiennes au nom de quelque chose, au nom de leur vision du Canada. Donc, l'Option Canada, ils ont dépensé énormément. La Commission Grenier a reconnu qu'il va dépenser illégalement jusqu'à presque plus de entre 6 et 700 000 $. Mais c'était beaucoup plus, selon notre enquête. C'est juste qu'ils n'arrivaient, ils avaient devant eux une batterie d'avocats autour du gouvernement fédéral, autour de certaines entreprises qui vraiment bloquaient tout. Le directeur général des élections avait donné 6 mois pour faire son rapport. Ça a pris 18 mois. 18 mois, même pour qu'il le fasse. Donc, il y avait... c'est pas si compliqué que ça. Les documents sont là. Mais vous savez comment, des fois, avec des avocasseries, là, on n'arrive pas à aller au fond des choses. Mais ça, c'est une partie. Dans arrêtez-moi si vous voulez, parce que... Non, mais allez-y, c'est super intéressant. Juste, moi, ce que je pense qui pourrait nous nourrir notre réflexion, c'est... bon, je voudrais quand même rappeler, vous avez quand même dit, moi je trouve ça gros, là, c'est grâce à votre livre qu'on a eu la commission Grenier. La commission Grenier, grâce au Parti québécois dernièrement, c'est quelque chose qui est dans l'espace public. On veut tous savoir ce qui se trouve dans ces documents-là. Est-ce que vous savez ou pourriez vous nous expliquer pourquoi on n'a pas le droit d'avoir accès à ces documents-là aujourd'hui? Pourquoi c'est caché? Bien, tout de suite après, quand la commission Grenier a remis son rapport, toutefois, il recommandait de mettre sous scellé ces documents-là. Je pense qu'il faisait ça dans une entente avec le directeur général des élections de l'époque, qui s'appelait à ce moment-là Blanchet, un autre Blanchet, pas celui qui est là maintenant. Et ils ont dit, OK, d'accord, on va mettre tout sous scellé. Pas juste les documents d'Option Canada, mais d'autres documents.
Donc, moi, quand on faisait ce livre-là, je suis allé comparer la boîte de documents que j'avais d'Option Canada avec le document du comité pour le non. Parce que c'était des vases communicants. Et rappelons-nous, personne ne le savait. Aucun journaliste ne le savait. Juste les bons du comité du non, le gouvernement fédéral et les dirigeants d'Option Canada savaient que ça existait. Alors, nous, on a pu comparer les factures, puis on voyait que des fois, les factures, ils envoyaient au comité pour le non. Après, le comité pour le non dit non, ça va à Option Canada. C'était absolument... c'était dégoûtant à part ça. Alors, on voyait qu'ils payaient, entre autres, il y avait des comtés où le Parti libéral n'avait à peu près pas de militants. Donc, ils payaient des bénévoles tout le long avec Option Canada, payaient de 1 500, 2 000, 3 000 $ pour qu'ils aillent faire le pointage, tout le travail qui se fait dans une campagne électorale. Wow. Et ils payaient ça pendant tout le mois d'octobre, illégalement. Mais je pense que si... OK, donc, la demande du Parti québécois de dévoiler tous ces documents est archi importante. Parce que il va du droit du Québec d'adopter ces lois et de les appliquer sur son territoire. Et c'est fondamental parce qu'il y a d'autres lois qu'on a de la misère à appliquer. Les lois linguistiques, et d'autres lois, la loi sur les commissions scolaires, qui le fédéral conteste, et le Québec est dans une situation... Et si vous voulez une définition d'être une colonie, c'est celle-là. Parce que vous vous rappelez, les colonies, des fois, ils devaient donner des petites affaires démocratiques, mais en bout de ligne, les lois pouvaient être désavouées par la métropole dans l'histoire coloniale. C'était d'ailleurs ce que n'aimaient pas les patriotes, entre autres, parce qu'ils avaient des revendications. Alors, et ailleurs, dans des colonies comme en Afrique, ailleurs, la France, l'Angleterre faisaient la même chose. Alors, ils le font maintenant. Et donc, selon une constitution qui n'est pas la nôtre. Alors, ça, c'est une situation coloniale. Et il ne faut pas qu'on ait peur de dire ce mot-là quand on parle du Québec, cette question coloniale. Mais on a parlé beaucoup du mal nommé Lovin du 27 octobre. C'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur terme. Hein? C'est eux qui l'ont appelé de même. C'est une insulte, parce qu'à mon sens, c'est une occupation. Ils arrivaient avec des drapeaux, ils plantaient les drapeaux au cœur de Montréal. Ils arrivaient avec le slogan « My Canada includes Quebec ». Si le Canada respectait le Québec, il aurait dit « Je vous aime, donc je vous laisse décider ». On aimerait mieux que vous restiez chez nous, avec nous, mais si vous décidez autrement, on accepte ça. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est être respectueux. Mais c'était le contraire de ça. Le contraire. Les montants d'argent qui ont été dépensés pour cet événement-là, cette occupation dite Lovin, sont inimaginables. Et j'ai interviewé quelques personnes qui étaient impliquées là-dedans. Il y avait le directeur, le propriétaire du plus grand journal au Canada, le Toronto Star. John Hundrich était son nom. Et il était fier. Il faisait semblant qu'il aimait le Québec. Il faisait des échanges épistolaires avec le rédacteur en chef de la presse, Alain Dubuc, de triste mémoire, là. Ben, il est encore en vie, là, mais de triste mémoire quand il sévissait. Mais je l'ai... Deux grands amoureux du Québec. C'est ça. Lui a analysé de très nombreux autobus, payés lui-même. Il a envoyé ses journalistes dans l'autobus pour rapporter. Alors, ça, c'est pas du journalisme, c'est du militantisme de la part du plus grand journal canadien, un journal connu comme étant proche du Parti libéral. Je l'ai interviewé à Toronto et j'ai dit, vous savez que c'est illégal? Il dit, on le savait bien. Et on les attendait de pied ferme. Autrement dit,
s'ils nous poursuivent, c'est parfait, on va en faire une cause célèbre. Donc, c'était, encore, je reviens à cette attitude-là. C'est une attitude colonialiste. C'est pas à dire, les Québécois, Québec est une nation qui a le droit de décider elle-même de son avenir. Après ça, il y avait Brian Tobin, je l'ai mentionné tout à l'heure. Et un autre, c'est John Ray, qui était le chef organisateur de Jean Chrétien. Et aussi, l'homme à tout faire de Paul Desmarais pour l'entreprise Power Corp. Et il a accepté ma demande d'entrevue. Je l'ai rencontré dans les grands bureaux de Power Corp. Et John Ray, au début, il était très parlable, on se parlait. Puis à un moment donné, je lui ai demandé pour la Love-In comment ça s'est fait. Puis il dit c'était la conception immaculée et la combustion spontanée. Autrement dit, ça, c'est juste fait comme ça. Et ouais. après ça, ben, je parlais de l'argent. Puis là, il revenait avec la conception immaculée et la combustion spontanée. Et là, j'ai commencé à parler de l'argent. Puis là, il se lève et il dit, il était primordial qu'on l'emporte. Donc, mais le moment où j'ai commencé à parler de l'argent, il se taisait et il refusait d'en parler. Il voulait que je m'en aille avec ça. La raison pour laquelle je lui ai posé la question, c'est que j'avais un voisin, il est décédé maintenant, qui avait été un homme, on appelait ça un gopher à l'époque, un go for this, go for that, dans le bureau des Marais. Et lui servait les différentes personnes qui étaient dans le bureau de direction de Power Corp. Et il m'a dit que John Ray lui avait demandé de déchiqueter une boîte de documents. Et là, je n'invente rien. Il me l'a dit et je n'ai aucune raison de douter de ce qu'il m'a dit, mais je ne pouvais pas donner son nom. Et alors, et puis John Ray c'est le frère de Bob Ray en passant, qui était un ancien libéral, il était à l'ONU aussi. Et John Ray lui avait demandé à ce monsieur-là de déchiqueter les documents parce qu'il ne se fiait pas à d'autres de le sortir de son bureau. Alors, il a tout regardé, c'est tout des talons de chèque pour le Love-In, pour de l'argent à envoyer à des gens qui allaient travailler pour le camp du Nord. Donc, ben, tu sais, je suis convaincu, j'ai aucun doute de la vérité de cette histoire. Ben oui. Et l'autre chose, c'est que Brian Tobin, qu'on appelait Captain Canada, et lui, quand il y a eu le Love-In, il appelait les PDG de Air Canada et le PDG de les lignes aériennes canadiennes. On a besoin d'avions pour amener du monde à Montréal. Et eux, ils ont répondu, vous aurez vos avions là où vous voulez. Donc, de Vancouver à Halifax, on offrait des voyages aller-retour à Montréal pour assister au Love-In. Ça, c'est des millions de dollars aussi. Ben oui. C'est insultant, cette histoire-là. On entendait hier juste analyser un avion, 160 000 $, tu sais. C'est ça. Ouais, juste un avion. Juste Ouais. un, puis il y en a des dizaines, je sais pas, peut-être des centaines là, qui sont Non, venus. il y a eu beaucoup. Ils ont analysé des autobus, analysé des trains, VRI. Alors, je veux dire, il y en a qui mettent en doute sur l'impact de ça. Moi, je crois vraiment que c'est une démonstration de force. Et dans ces périodes-là, ça touche des gens qui sont un peu inquiets. L'avenir, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, comment si on vote oui. Donc, je pense qu'une autre histoire qui est peut-être moins connue, c'est que c'est M. Parizeau qui m'a raconté. Claude Dubois avait appelé M. Parizeau quand il voyait le Love-In, puis il dit, écoute, on va dimanche, donc le dimanche, la veille du référendum, on va louer le stade olympique. Ouais. Puis lui, Claude Dubois a quand même des moyens. Et M. Parizeau a dû dire
non, on ne peut pas faire ça parce qu'on est déjà rendu à la limite de nos dépenses, selon le règlement. Donc, il aurait pu Ça en remplir le dit long. stade à la veille, mais eux, ils respectaient le camp du oui, respectaient les règles. Alors, Ça en dit long sur les deux camps. ouais. Je vais vous poser une question un peu niaiseuse, mais je pense que c'est important de se la poser. Pensez-vous qu'ils vont recommencer au prochain référendum à tricher comme ils l'ont fait en 95? Ben, avec l'esprit que j'essaie de décrire, là, oui. Et donc, ça prend des choses comme carte d'identité, mais ça prend aussi une stratégie, à mon sens, plus politique, plus grande sur le plan international. Parce que M. Parizeau, qui avait avait un plan très bien détaillé sur comment ça allait se faire. Depuis son arrivée à la direction du PQ en 88, il disait il faut d'abord, pour la reconnaissance, que la France reconnaisse le Québec et la francophonie. Mhm. Et lui avait dit ça va avoir un effet domino parce que jamais les États-Unis n'accepteraient que la France reconnaisse un pays indépendant dans les Amériques. C'est la fameuse doctrine Monroe. Ouais. Jamais, et donc, les États-Unis vont le reconnaître dès que la France et ensuite la francophonie. Donc, mais aujourd'hui, on n'est pas en 95, on est en 2025 et le monde a changé. La France s'est rangée dans le camp américain, alors qu'à l'époque de Chirac, suivant Charles de Gaulle, la France avait sa politique étrangère indépendante. Et j'ai posé la question à M. Parizeau, après que Sarkozy a pris le pouvoir en France, et il a réintégré l'OTAN. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait comme ça? On ne peut pas compter sur la France comme avant. Il a dit, c'est vrai. Mais là, il hésite, puis ensuite il dit, mais on a de très bonnes relations avec Lula. Lula du Brésil. Ouais. On peut dire que, parce que M. Parizeau avait été au grand sommet mondial au Brésil en 2008, je pense, si je ne me trompe pas, c'est la date. Mais lui avait déjà en tête la reconnaissance que le monde change. Et je pense que le message que moi je retiens pour aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit velléitaire. Il faut qu'on soit pragmatique. Pourquoi chercher à faire des ennemis? Garder les portes ouvertes avec tous les pays. Le monde change tellement vite, là. La Russie est importante, la Chine est importante, il y a les BRICS qui sont importants. On ne doit pas créer des ennemis dont on n'a pas besoin. Parce que même j'ai vu quelqu'un du Bloc québécois qui a lancé un livre puis a invité l'ambassadeur de Taïwan. Je pense que c'est une erreur parce que tu ne veux pas que la Chine soit un ennemi d'un éventuel Québec souverain. Faut que, déjà, Mark Carney rencontre les Chinois. Le Québec, il faut qu'il cherche sur le plan international. Parce que si tu fais la souveraineté, si tu n'es pas reconnu internationalement, tu n'es pas souverain. Si vous n'avez pas une politique étrangère reconnaissable et que d'autres pays ne te reconnaissent pas, vous n'existez pas. Il y a eu des cas de ça. Alors, il est archi important, à mon sens, parce que c'est là que si on a des reconnaissances de ça, ça va forcer le Canada. Ça va obliger. Et l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait peur de critiquer le Canada à l'extérieur. Les souverainistes québécois doivent sentir la nécessité d'être très clair sur les illégalités du gouvernement canadien. Le gouvernement du Canada fait la morale au monde entier sur la démocratie. Ouais. Mais là, il viole ses mêmes principes au Québec. Donc, je dirais que c'est dans ce domaine-là qu'on peut empêcher que ça se fasse comme ça. Mais il faut être au-devant de tout ça, parce que le fédéral va continuer à faire comme ça.
Peut-être la dernière question avant de conclure. Est-ce qu'il y a moyen d'empêcher justement les dépenses illégales comme qu'ils l'ont fait en 95? Bien, je sais que le directeur général des élections voulait avoir une façon d'appliquer les lois, avoir une extraterritoriale, Extraterritorialité. Ouais. comme on a pour le tabac. Mais c'est long, c'est compliqué ça. Et une fois le résultat est fait, si c'est serré comme c'était, moi je pense que, et puis encore, je reviens à M. Parizeau, s'il y a une seule critique que j'aurais à son endroit, c'est de ne pas avoir un plan B au cas où ça arrive ce qui est arrivé. Je pense qu'il avait il y avait la hauteur morale à ce moment-là qui pouvait dire il y a eu tellement d'irrégularités, tellement d'illégalités, nous allons nous reprendre dans 6 mois. Ils l'ont fait à Terre-Neuve, hein, en 40, quand Terre-Neuve est rentré. Ah ouais. Tu sais, ils ont refait. Mais il aurait pu faire ça. Mais comme je pense que vous avez mentionné au début, il y avait beaucoup de gens autour de M. Parizeau qui hésitaient. Et je pense que ça explique un peu sa déclaration malhabile, mais plutôt véritable de soir. Malhabile sur le plan stratégique. Parce que ça a donné, alors que le fédéral était sur le carreau, là, ça a donné une âme à nos adversaires qui brandissent encore aujourd'hui. Donc, je pense que ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, ben ça rejoint un peu ce qu'on se disait hier. Je pense effectivement que ça prend un plan B en cas de vol, comme on l'a vu en 95. Je vous rejoins parfaitement là-dessus. On vous remercie énormément pour votre temps ce matin avec nous. Ça fait plaisir. C'était très agréable de vous entendre. On invite les gens à lire vos livres pour avoir plus de détails sur toutes ces histoires-là. Je pense que c'est fondamental. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup, M. Philpot. Au revoir. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Très intéressant, hein? Vraiment, vraiment. Puis, moi, je l'écoutais, puis c'est fou comment j'ai l'impression. Tu sais, ça fait du bien de faire ces moments-là longtemps ensemble parce que il y a beaucoup de choses qu'on dit, on dirait, puis c'est pas assez ancré, ou je sais pas, c'est pas assez enraciné. Puis là, il parlait de à quel point le Canada, tu sais, pour eux, on est une colonie. Puis on le voit tout le temps, même dans le documentaire de hier, M. Philpot qui nous explique, pour eux, on leur appartient. Puis c'est vraiment ça, on leur appartient, puis ils n'ont aucun respect pour notre démocratie. Tu sais, c'est ça, vraiment le cœur du truc. Puis là, on dirait que je le vois exemplifié fois après fois pour les Canadiens anglais, l'élite, en tout cas, l'élite canadienne. Le Québec, c'est leur terre, ils l'ont conquis, c'est à eux. Puis peu importe l'expression démocratique qu'ils peuvent avoir sur ce territoire-là, ça ne peut pas dépasser leur propriété. Tu sais, on est à eux. C'est ça la limite qu'ils ont tracée. Vous n'avez pas le droit, vous nous appartenez, puis peu importe ce que vous dites, il y a des limites, puis c'est nous qui les fixons. C'est là qu'on se le fasse répéter comme ça depuis 24 heures, là, quasiment, c'est ça. C'est ça que je retiens, puis merci. Je pourrais jamais remercier assez M. Philpot de nous le rappeler comme ça. C'est intéressant. Je pense que j'ai fait une petite critique du livre de Vincent Geloso, mais peut-être ça pourrait être un des livres que... Puis oui, puis dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse une critique de la part de Nando, une petite revue du livre, et si ça vous intéresse d'avoir une entrevue plus longue avec M. Philpot. Moi, je serais très intéressé à le recevoir à Génération Oui, prendre le temps de lire ces 2 livres, puis de pouvoir revenir dans de plus amples détails. Je pense que ça a très bien mis la table ce matin à la suite des choses. Je pense que le moins qu'on puisse faire, c'est d'avoir un plan B, comme il le disait. Mais bref, donc j'imagine, on invite les gens à nous dire si ça les intéresse qu'on rentre plus dans les détails. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. On vous souhaite la bienvenue et abonnez-vous à Génération Oui pour ne pas manquer nos prochains épisodes là-dessus.